D'abord, c'est évident, j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver ici parmi vous ce soir. Je me joindrai aux remerciements, mais surtout je vous adresse mes félicitations d'avoir été particulièrement courageux d'exposer votre épiderme au froid polaire, de l'exposer à la bise noire qui n'a rien à voir avec les baisers des Africains, malheureusement. Et voilà, alors je commence sur une image qui nous promène un petit peu dans des lieux nettement plus chauds, puisque c'était l'année dernière, à peu près à la même époque, non un peu plus tard quand même dans la saison, à Goudiri, Sénégal oriental. Ma fille faisait un stage avec deux de ses copines belges et françaises à la maternité de Goudiri, où se trouvaient aussi des stagiaires sénégalaises qui posent tout de suite le problème de la confrontation de peaux extrêmement différentes. Et j'ai pas la même attitude que certains. Alors, il ne faut pas dire les généticiens disent que, parce que les généticiens, comme tout le monde, ne sont pas d'accord entre eux et ont des opinions assez diversifiées. Je crois, Monsieur le Président, merci d'être là parmi nous, je crois qu'il y a deux notions de race qui sont totalement différentes. Il y a le concept scientifique de race, qui est un concept biologique extrêmement précis, qui nécessite certaines conditions de différence entre des populations. L'exemple, par exemple, de ce qu'on appelle en jargon des marqueurs génétiques absolus, qui permettent de déclarer qu'un individu appartient ou n'appartient pas à une catégorie. Donc, lorsque l'on a dans une espèce animale ou végétale des individus qui peuvent être regroupés sur un certain nombre de critères qui les font mettre dans des boîtes différentes sans ambiguïté, ou avec peut-être une ou deux ambiguïtés d'individus difficiles à classer, on a des races. Ça existe dans des quantités d'espèces animales et végétales, c'est quelque chose de très commun. Chez les humains, nous allons voir plus tard dans cet exposé que cette classification qui a été beaucoup tentée n'a jamais réussi ou a abouti à des boîtes extrêmement différentes dans lesquelles on ne mettait pas les mêmes individus. Donc, sur le plan scientifique, c'est clair, la notion de race ou de sous-espèce ne s'applique pas aux humains. Mais est-ce que ça veut dire que la notion de race que l'on pratique tous les jours, un petit peu partout, à partir du moment où on voit des gens qui n'ont pas la même tête, qui ne sont pas habillés pareil, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas le même âge, etc. Est-ce que ça veut dire que cette notion de race au sens intuitif populaire n'existe pas? Quand vous dites ça dans la rue, les gens comprennent que vous niez les différences. Or, justement, notre métier à nous, généticiens, anthropologues, c'est d'étudier, comme le disaient les anthropologues autrefois, les différences, mais aussi les similitudes. Parce que, somme toute, il y a eu deux problématiques absolument inverses. Les anthropologues qui, pendant très longtemps, ont cherché des différences partout, dans un contexte qui était celui de la colonisation, qui était celui de la ségrégation raciale, qui était un contexte social extrêmement lourd, qui poussait à chercher des différences qui justifiaient les inégalités de traitement ou les inégalités de droit. Et ça, vous avez plein de documents qui paraissent à ce moment. Vous avez une magnifique exposition à Paris, au musée du Quai Branly, qui s'appelle Exhibition, l'invention du sauvage, qui traite des os humains, dans lesquels on parquait des gens que l'on faisait venir de très loin, au jardin d'acclimatation à Paris ou ailleurs aux États-Unis, en Angleterre. Il y a eu des expositions comme ça jusqu'en 1930, y compris en Suisse, et on montrait des indigènes, on montrait les races telles qu'elles étaient supposées vivre dans leur pays, en traitant des gens d'une manière indigne, parce qu'effectivement, on avait des Kanaks qui vivaient de manière relativement moderne, instruits, sachant lire et écrire ou autre, qui étaient déguisés au jardin d'acclimatation, derrière une pancarte où ils devaient faire semblant d'être de féroces cannibales parlant à peine, et on était à mi-chemin d'un spectacle de cirque ou de monstre, et puis de quelque chose qui se voulait scientifique, parce que les anthropologues de l'époque, qui n'avaient pas beaucoup de crédit, en particulier ceux de la Société d'anthropologie de Paris, profitaient de ce genre d'opportunités pour faire des tas d'études scientifiques sur eux, comme d'autres en avaient fait plutôt sur Saartjie Baartman, malheureuse jeune femme étudiée. Alors d'abord, la notion de race au sens populaire mélange tout.
l'aspect physique, le traitement du corps, la coiffure, le maquillage, la langue que l'on parle, etc. Et il n'y a pas besoin de différences physiques ou biologiques pour avoir du racisme. Le racisme, c'est une catégorisation des autres selon des critères de rejet, selon des critères qui justifie en théorie des inégalités de traitement, que ce soit à titre personnel ou à titre collectif, et c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec la définition biologique de population ou de sous-population humaine. Donc, première chose, en matière de notion de race, et désolé pour ceux qui ont vu l'exposition Tous parents, tous différents, ça vous semblera bien vieux, la première chose à faire, c'est de regarder la peau. La peau, sujet de votre exposition. Alors, on montre assez souvent à propos de cette peau, une image ancienne qui a été utilisée par les anthropologues, en particulier dans les pays francophones au XIXe siècle, en particulier pour justifier que vraiment les races, c'est bien connu, ça existe depuis longtemps, il y en a 4, hein, et regardez ce qu'ils ont osé écrire en dessous, dans ce manuel anglo-saxon, hein, comme si les Égyptiens avaient connu très bien les Indiens, les Rouges, qui étaient la 4e des races. Non, évidemment, ceci s'est trouvé dans une histoire d'une civilisation qui n'a rien à voir et où ces personnages représentaient certainement pas le type de chacune des races, ce que l'on voulait retrouver et qu'on trouvait encore il n'y a pas si longtemps puisque les tubes fluo existaient déjà, hein, la catégorisation en 4 catégories étanches, et puis il n'y a pas d'intermédiaire possible entre les 4 personnages, hein, les 4 types qui sont là. Autrement dit, on est dans un système où tous les individus qui sont rangés dans la même boîte sont semblables. Il y a un type racial, il n'y a aucune variation autour de ce type racial. La variation n'est pas permise. Et alors cela, vous pourriez croire que c'est bon, ça bien entendu, c'est, je sais plus, toi tu sais sûrement de quand date l'invention des tubes fluo. Non, qui sait ça dans la salle? Il y a sûrement un physicien, il y a toujours un physicien. Non? Qui va nous dire ça? Bon, ça paraît déjà très ancien, mais ça paraît déjà moins ancien. La couverture de Stern. Alors là aussi, on est embêté par rapport à l'Indien à plumes. On n'avait pas d'Indien à plumes, on l'a remplacé par un type qui vient du Maghreb ou du Proche-Orient, je ne peux pas vous le dire, c'était pas écrit sur la couverture, mais on retrouve quand même le stéréotype à 4 races sur cette image, en couverture d'un grand magazine que vous connaissez tous, et qui pose la question d'où venons-nous, et d'où venons-nous? Nous venons du chimpanzé qui est devant. Voilà, c'est toujours l'histoire, l'homme descend du singe, ce qui est absolument pas ce que Darwin a dit, ce qui est absolument pas l'état de la science, c'est l'évolution où on nous dit à l'heure actuelle 2 choses. D'abord, comme Desmond Morris, l'homme ne descend pas du singe puisque l'homme est un singe, premier point de l'affaire. Et deuxièmement, le chimpanzé ne peut pas être un ancêtre puisque c'est un singe actuel et qu'on ne descend pas d'animaux actuels. Qu'on ait des ancêtres communs avec le chimpanzé, certes, c'est pas le sujet de la conférence. Hein, on en aurait parlé une autre fois. Mais quand même, au XIXe siècle, ceci était expliqué comme une variation continue depuis des singes infrachimpanzés, comme celui que vous avez à l'extrémité de la chaîne, ici, donc le temps se déroule comme ça, et puis on va de cet ancêtre jusqu'à l'homme parfait, profil grec, etc., en trouvant tous les intermédiaires possibles. Alors, il va y avoir le chimpanzé, le nègre ou l'aborigène australien, le nègre à nouveau, un homme poilu de je ne sais où, etc. Et pour arriver jusque-là, c'était l'époque à laquelle on ne connaissait pas bien les fossiles, donc les chaînons manquants, les missing links, hein, ceux qui devaient être intermédiaires pour justifier la théorie de l'évolution qui n'était pas tellement admise à la fin du XIXe siècle. Eh bien, on trouvait des intermédiaires, on faisait des schémas assez curieux, comme celui-ci qui est bien connu dans notre milieu, où vous avez en haut un cerveau de macaque et un cerveau de chimpanzé, respectivement là et là, et puis vous avez un cerveau d'humain moderne. Comme par hasard, on a pris le mathématicien Gauss, qui, comme Bismarck et quelques autres super intelligents, avaient un cerveau de 2,5 kg, alors que parmi nous, la plupart ont un cerveau d'1,3 kg, et certains, quand ils sont petits en particulier, un cerveau d'1 kg. Anatole France,
célèbre auteur avait un cerveau de 1000 cm3, c'est-à-dire à peine plus qu'un grand gorille. Un grand gorille peut avoir un cerveau de 950 cm3, mais entre un grand gorille mâle et Anatole France, malgré la similitude du poids du cerveau, il y avait quand même certaines différences, il ne faut pas nier. Ce qui est intéressant ici, c'est le trucage, parce que je connaissais bien le cerveau de Saartjie Baartman, dont j'ai été le gardien pendant un certain temps, et je peux vous dire que ce dessin est totalement simplifié, complètement faux. Et c'est une simplification. Déjà, la comparer à Gauss, bon, on aurait pu la comparer à une femme, à une autre femme d'origine européenne de notre époque, et puis en ayant la vraie photo que je ne saurais vous montrer à cause d'accords avec la République d'Afrique du Sud, je peux vous garantir que son cerveau n'était pas aussi simple en matière de circonvolution qu'il est représenté ici. Alors, tout ceci, donc, c'était l'époque à laquelle on croyait que des gros cerveaux étaient des signes d'une grande intelligence. Et là, vous voyez, il y en a un qui est manifestement beaucoup plus intelligent puisqu'il a un extincteur adapté que l'autre ne saura pas maîtriser. Les choses sont bien établies. Il s'agit de justifier la différence de traitement des indigènes dans les colonies, des Noirs descendants d'esclaves du temps de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui, je le rappelle quand même, pour ceux qui ne sont pas si vieux que ça, a duré jusque dans les années 68 officiellement et continue encore officieusement. À propos de 68, j'ai prononcé ce nombre et j'ai été quelque peu choqué par mes amis et confrères de L'Oréal de voir que le poids oméga ou l'infini du vieillissement, c'était 68 ans. Je trouve que c'est franchement du racisme à l'égard du troisième ou quatrième âge, appelez-le comme vous voulez. Bon, bref. Je leur dirai. Alors, la couleur de peau est l'objet de beaucoup de préjugés. Vous reconnaissez tous Lucie. Et au niveau de la couleur de peau, je ne connais que deux reconstitutions intelligentes de Lucie. Celle que nous devons à un enseignant capitaine de l'armée suisse, Yves Coppens, et un artiste qui est le bronze, qui est un Malagnou. Donc c'est la petite femme de Lafare. La petite femme de Lafare a cet avantage qu'il n'y a pas de parti pris sur sa couleur de peau. Par contre, il y a un parti pris sur sa pilosité. Et là, vous avez une deuxième reconstitution. Vous voyez derrière, c'est toujours les mêmes os. Mais en fait, ce mannequin qui est censé représenter Lucie est dû à Desmond Morris, primatologue, qui l'avait fait faire pour un film qui a été tiré de son livre Le Singe Nu. Le Singe Nu a été un magnifique livre où il y a pas mal de bêtises, mais il y a plein de très bonnes idées aussi, qui a été un succès mondial de librairie. Et figurez-vous que le film a fait un bide total. Mais personne n'en a jamais entendu parler, personne n'a vu, personne n'a regardé. Je voudrais bien le voir d'ailleurs, je voudrais le retrouver, ça peut peut-être se faire. Et alors il y a un parti pris, c'est que Lucie est couverte de poils, enfin Lucie c'est un chimpanzé qui marche debout. Et ça c'est vraiment beaucoup plus près de l'interprétation scientifique d'aujourd'hui. Cela dit, savoir si elle avait le visage noir, comme certains chimpanzés et pas d'autres, et si elle était velue, personne ne le sait, parce qu'on a évidemment que ses os, et qui plus est minéralisés, donc on ne peut rien dire de tout ça, donc on invente. Et puis quand on continue la préhistoire africaine, que des Homo habilis sont censés chasser des australopithèques stupides, voilà, ils ont inventé l'outil qu'ils tiennent vaillamment à la main, c'est-à-dire les australopithèques peut-être des outils comme beaucoup de grands primates. Et puis ils sont toujours noirs, ils ont toujours la peau noire, et puis on a pris des parties sur leurs poils, et puis voilà une dame Homo ergaster, faut plus les appeler erectus. Eh bien, c'est une reconstitution d'Yves Coppens dans une exposition qui a beaucoup circulé il y a une vingtaine d'années, et elle est noire parce qu'elle est en Afrique. Et en Afrique, il y a plein de gens qui ne sont pas noirs du tout, hein, il ne faut quand même pas exagérer. Et puis alors, plus près de nous, il y a la fameuse histoire de l'Ève africaine. Bon, c'est une reconstitution d'un passé de nos ancêtres par voie maternelle, faite grâce à une molécule d'ADN spéciale
dont la génétique permet d'estimer que les ADN mitochondriaux dérivent d'un type que l'on trouve en Afrique, chez certaines femmes africaines donc, mais ça ne veut pas dire qu'elles avaient la peau noire. Alors, quand la journaliste qui était venue m'interviewer pour que je lui explique cette théorie qui par ailleurs était largement abusive, je lui ai dit elle me demande quelle était sa couleur de peau à l'Ève africaine. Je lui dis, mais on n'en sait rien. Bon, d'une part, on a 20 000 gènes qui sont originaires d'hommes et de femmes qui ne vivaient peut-être pas en Afrique et qui vivaient peut-être ailleurs. Elle n'a aucune signification particulière. Un gène parmi 20 000, c'est rien du tout. Elle me dit, ah ben c'est embêtant parce que mon patron a déjà commandé la couverture. Alors, voilà comment Science et Avenir, dans les médias francophones, a noirci l'Ève africaine. On est mal barré. Alors, on va essayer de reconsidérer les choses, et j'ai trouvé amusant de partir de cette image de la colonisation du monde par les humains modernes, qui est due à Haeckel, si je ne me trompe pas. Et cette image est intéressante parce que certains itinéraires de colonisation, comme celui des Amériques, là où la recolonisation de l'Europe et de l'Afrique du Nord, ou bien peut-être même la colonisation, correspondent plus ou moins à ce que l'on sait aujourd'hui. Et puis pour aller en Australie, mais vous voyez qu'ici, on a absolument voulu faire partir toutes les populations à peau noire du même endroit. Et ils sont partis du paradis, point d'interrogation, et en passant par un stade lémurien, ce qui est assez intéressant. Donc on avait déjà le souci de faire l'histoire des peuplements humains modernes, mais on la faisait autrement. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'histoire de la peau et des cheveux. Et ça va me permettre... Alors, j'étais un peu embêté parce que je savais qu'il y avait une grande exposition sur la peau ici, et je savais que la couleur de peau serait traitée, mais comme je ne l'avais pas encore vue, je ne savais pas ce qu'il y aurait dedans. Donc je vais vous redire un certain nombre de choses, et puis je suis un peu rassuré parce que sur certains points, je vais vous dire des choses différentes de celles qu'il y a dans l'exposition, et je vais essayer de le justifier. Alors des différences de couleur de peau, ben ça il y en a beaucoup, comme nous le rappelle ce bébé et ce jeune homme. Alors, premier point, comme il est dit dans l'exposition, il y a un pigment essentiel, la mélanine. La mélanine, c'est un polymère de la DOPA. La DOPA, c'est un médiateur du système nerveux. Ah, ça crée tout de suite un rapport entre la peau et le système nerveux. Ben oui, les deux sont des dérivés dans l'embryon humain comme dans l'embryon de tous les mammifères, sont des dérivés de la couche superficielle, ce qu'on appelle l'ectoderme. Alors, maintenant, il est dit dans l'exposition, et c'est ce que l'on dit en première approximation, par exemple, dans l'interview extrêmement sommaire de Nina Zablonski dans l'exposition, un pigment essentiel, la mélanine, et la concentration de la mélanine dans la peau est responsable des variations de la couleur de peau. Voilà. Alors, on arrive dans le modèle à trois races en mettant les intermédiaires. Il n'y a pas de jaune, non, il y a des gens qui sont plus ou moins foncés, on le verra après. Alors, donc, on part de l'embryon, et à un moment, sur le dos, dans cet ectoderme, l'embryon forme une espèce de tube ouvert aux extrémités d'abord, qui est la crête neurale. Et cette crête neurale est importante pour la peau parce que c'est dans cette crête neurale que se forment les mélanocytes. Les mélanocytes sont des cellules étoilées qui vont fabriquer la mélanine, qui vont fabriquer les grains de pigments dans la peau. Donc, quand l'embryon est un petit peu plus grand, ça correspond à la partie inférieure. Voilà. Donc la crête neurale donne la gouttière neurale, puis va donner le système nerveux avec la masse du cerveau en haut et puis la moelle épinière derrière. Hein, et c'est de là que tout part pour la pigmentation de la peau. J'ai pris la grenouille parce que les mélanocytes de la grenouille sont
plus spectaculaire et j'avais une plus jolie photo que pour les autres, mais c'est à peu près pareil chez tous les vertébrés. Alors, la dopa, c'est quelque chose qui existe même chez les végétaux. On trouve des mélanines chez les végétaux. Et chez les animaux, on en trouve vraiment dans des quantités d'organismes. Ce qui est assez amusant, c'est que ces mélanosomes, ces mélanocytes vont donc fabriquer de la mélanine sous forme de grains. Et là, vous avez sur cette image des grains de mélanine, des mélanosomes, qui se déplacent et qui vont sortir des mélanocytes. On en verra d'autres exemples. Les mélanocytes, les cellules qui fabriquent les pigments, se lèvent dans les couches profondes, dans la couche basale de l'épiderme. Au-dessus, vous avez des kératinocytes qui ne fabriquent pas de pigments, mais qui vont recevoir le pigment fabriqué par les mélanocytes. Et en dessous, ce sont les papilles du derme, c'est le derme qui est en dessous. Alors, ces kératinocytes vont migrer vers la surface, et puis, comme c'est très bien expliqué dans la peau, vont finir par mourir et fabriquer une couche protectrice extrêmement importante. Alors, vous avez ici, je vous ai pris ça dans une animation, les mélanocytes poussent des dendrites, on appelle ça des dendrites, comme les dendrites fabriqués par les neurones, les cellules nerveuses, qui vont pousser entre les cellules, cette fois-ci, et l'appareil de Golgi est à la base de la fabrication de la mélanine, des grains de mélanine qui se répandent dans les dendrites des mélanocytes. Et là, il va se passer des choses qui peuvent être différentes selon les cas. Vous avez ici des kératinocytes. Alors, vous avez la maturation progressive des grains de mélanine, des mélanosomes, et puis ensuite, ils vont être transférés dans les kératinocytes au-dessus. Et ils peuvent être transférés de deux manières. Soit les grains sont transférés directement, soit ils sont transférés, emballés dans dans une sorte de vacuole, dans une paroi qui les maintient serrés entre eux. Et ça sera important plus tard. Alors, vous avez ici une photographie en microscopie électronique d'un mélanocyte avec des mélanosomes qui sont en train de migrer pour sortir des dendrites. Et vous avez un schéma qui vous explique les différents stages de maturation des mélanosomes. Et puis, vous avez ici une autre photographie chez la souris, pour vous montrer que tout n'est pas affaire de grenouille, mais chez l'homme, ça serait pareil, la migration à l'extérieur des mélanocytes de ces mélanosomes. La même chose en microscopie électronique. Et est-ce que ça se passe comme ça dans toutes les peaux? Ça se passe comme ça dans toutes les peaux si, à l'intérieur des mélanocytes, la chaîne de synthèse de la mélanine à partir d'un acide aminé, en passant par la dopa et la L-dopa qui est polymérisée, se déroule normalement. C'est une chaîne biochimique très longue que je ne vais pas vous embêter à détailler, mais qui comprend de nombreux enzymes, indispensables à chacune des transitions. Et chacun de ces enzymes peut muter. Et chacun de ces enzymes en mutant peut empêcher la fabrication de la mélanine. Donc, on a dans presque toutes les espèces vivantes, ça existe aussi chez les invertébrés, on a des individus qui n'ont pas de mélanine, comme l'albinos que vous voyez ici dans cette foule de jeunes gens. Alors maintenant, nous n'allons plus parler dans la suite, laissez tomber les albinos parce que l'albinisme c'est très compliqué, il y a pas mal de sortes d'albinisme, et nous allons parler des différences de couleur entre les individus. Alors je vous ai dit au début, comme Madame Jablonski dans l'exposition, que c'était la différence de concentration de mélanine qui faisait la différence entre les pigmentations de la peau. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut relativiser. Il faut le relativiser pour deux raisons. La première, c'est que le nombre de mélanocytes est le même dans toutes les peaux de tous les individus, quelle que soit leur couleur de peau. Deuxièmement, le nombre de mélanosomes
pour autant qu'il soit facile à mesurer. Et là, j'ai des réserves sur les méthodes de mesure, parce que, croyez-moi, c'est des choses qui sont très petites. Hein. Une cellule, c'est déjà très petit. Un noyau de cellule, c'est encore plus petit. Un mélanosome, c'est encore beaucoup plus petit. Donc, quand vous êtes en microscopie électronique, comme sur la figure précédente, pour mesurer les tailles des objets et les comparer entre des cellules différentes et des individus différents, croyez-moi, c'est du sport. Et les résultats ne sont pas fabuleusement fiables. Mais ce qui est certain, c'est que existent les deux processus de fabrication, soit de paquets de grains de mélanine emballés, soit de grains de mélanine isolés les uns des autres. Et sur cette figure, due au monde médical qui parle encore en matière de type négroïde, type caucasoïde, on va tout de suite supprimer ces nomenclatures honteuses. Hein, et retenons quand même qu'il y a deux modes de fabrication d'entités comportant la mélanine. D'un côté, des grains libres et de l'autre côté, des grains captifs. Les grains libres offrent une bien plus grande surface de mélanine aux rayons lumineux quels qu'ils soient. Ils ont pour fonction de protéger le noyau cellulaire des radiations mutagènes. Lorsqu'il y a beaucoup de grains isolés, et lorsque peut-être, comme le prétendent certains, les grains de mélanine peuvent être plus grands dans certaines populations que dans d'autres, mais là, attention, les statistiques sont encore extrêmement vaseuses et les sources que j'ai à ce propos sont très contradictoires, donc il est possible qu'il y ait des variations dans la taille des grains de mélanine, mais à ce jour, je ne connais pas d'études sérieuses sur la question. Qu'il y ait des variations, il y en a certainement. Est-ce que c'est des variations systématiques selon les populations et selon leur couleur de peau? J'en sais rien. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a des grains qui sont en paquet, que dans les peaux très claires, tous les grains sont dans ces sortes de vacuoles et sont donc condensés, exposant une faible surface de mélanine au rayonnement extérieur, protégeant moins bien les noyaux cellulaires. Donc les peaux très claires, qui n'ont que des grains emballés, vont être plus sensibles au mélanome, au cancer développé, et ça on a des études qui comparent les populations. Il y a en particulier une des études les plus significatives, comparait des Chinois de même origine, vivant à la même latitude, les uns en Californie, les autres en Chine continentale. En Californie, où on se met au soleil, en Chine continentale, où on ne s'y met pas, 4 fois plus de mélanome chez les Chinois de Californie que chez ceux de Chine continentale. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ce modèle à deux modalités est faux. La réalité, c'est que tout le monde a des grains de mélanine isolés et tout le monde, ou presque, a des grains de mélanine rassemblés en paquets. Et c'est selon qu'on a plus ou moins des uns ou plus ou moins des autres qu'apparemment on va atteindre des couleurs différentes. Et je peux vous dire que la raison pour laquelle les gens ont dit ce que Mme Jablonski a dit et ce que je proposais sur la première diapositive, à savoir que c'est la concentration de mélanine qui fait la couleur de la peau, ça vient d'une expérience in vitro où on a fait des dilutions de mélanine dans l'eau et où on a mesuré la couleur du liquide obtenu. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe dans nos cellules, c'est évidemment pas comme ça que ça se passe dans notre peau. Et je crois que l'explication que vous avez là, hormis la classification, est intéressante. Alors, bon, vous avez dans l'exposition toutes les explications nécessaires sur le fait qu'il existe deux types de mélanine. En fait, il en existe même trois. Il y a la mélanine brune que nous avons tous, sauf les albinos. Il y a la phéomélanine, qui est une mélanine un peu rouge, qui est présente chez les roux et chez les personnes qui ont plus ou moins des nuances rousses dans leurs cheveux ou dans leur peau. Et puis, il y a une troisième mélanine qui a été trouvée un jour chez je ne sais plus quelle population en Indonésie, des gens qui ont des cheveux d'un rouge bizarre, et chez lesquels on a trouvé une troisième sorte de mélanine, chimiquement un tout petit peu différent. Cela dit, le résultat de tout cela, malgré tout, c'est quand même
que la couleur de la peau, la couleur moyenne de la peau, varie progressivement. Et elle varie progressivement sur tous les continents. Elle varie progressivement sur tous les continents. Et les plus foncés ne sont pas toujours les Africains, car dans cette figure, il n'y a qu'une Africaine. Au milieu, bah oui. Ah. Et les autres gens sont des gens d'Inde, d'Asie du Sud-Est, etc., etc. Et évidemment, le plus clair, c'est un jaune. Voilà, les images vicieuses que nous avions fabriquées avec Nignan pour déconstruire un petit peu certaines représentations classiques. Deuxième déconstruction, nous avons pris les humains les plus foncés qui étaient mesurés à l'époque au monde, les Saras du Tchad, et les plus clairs, ne riez pas, c'était les Belges. Donc, nous avons rajouté entre eux les Khoisan, les prétendus Boufmen d'Afrique du Sud, et les Chaouia du sud algérien, et on voit qu'avec 4 populations, on fait le tour du monde de la diversité des couleurs de peau humaines. Donc, on a bien une variation continue, et si on tient compte de la distribution des couleurs de peau dans chaque population, toutes les populations se chevauchent. On en a représenté 4 ici, on aurait pu évidemment en représenter 5000, mais ça aurait été un petit peu difficile à lire. Alors, cela dit, ainsi que nous le rappellent ces petites cousines bediques du Sénégal oriental, la première dimension de la variation de la couleur de la peau, c'est à l'intérieur des populations. Ces deux gamines, elles sont cousines dans une population où il y a beaucoup plus de variations, des variations beaucoup plus visibles qu'elles ne le sont chez nous, car nous, occidentaux, avons l'habitude de voir peu de variations dans les couleurs de peau. Sans doute qu'on a été assez sélectionnés, nos ancêtres ont été assez sélectionnés sur la biosynthèse de la vitamine D autrefois, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle on a des peaux très claires et relativement peu variables. Vous avez vu sur la courbe précédente, que les Belges avaient une distribution beaucoup moins étalée que les autres populations, et en particulier les Saras du Tchad. Les Khoisan ont aussi une distribution pointue, mais c'était un petit échantillon, donc c'était pas forcément significatif. Alors maintenant, distribution des couleurs de peau à travers le monde. Je préfère de beaucoup cette carte de Biasuti. Alors je trouve quand même que Madame... bon, c'est dur de critiquer une collègue, mais enfin, prétendre qu'on a fait les cartes des distributions des couleurs de peau à Penn State, alors que ça, c'est Biasuti 1955. Je ne sais même pas si Madame Jablonski, ici, elle était née, mais pas depuis longtemps. Hein. Biasuti est la seule référence correcte avec celle que pourrait nous offrir notre sponsor L'Oréal, s'ils acceptaient de publier ce qu'ils ont dans leur dossier. J'ai essayé de les décider, mais bon, c'est pas encore fait. Bon, on en parlera quand même un petit peu. Voilà. Alors, ce qui est clair dans ce schéma, c'est évidemment les populations telles qu'elles étaient avant les grandes migrations, disons avant Christophe Colomb, si vous voulez dater, donner une date. Et c'est clair que toutes les populations à peau foncée sont originaires des zones intertropicales, que toutes les populations à peau claire sont originaires des zones tempérées ou froides, nord, mais sud aussi. Alors, comme on connaît les dates de colonisation par les humains modernes des différents continents, il est parfaitement clair que si nous avons à l'heure actuelle des Amérindiens qui ont des peaux beaucoup plus foncées, correspondant aux cartes de l'ensoleillement dans l'Amérique tropicale que dans l'Amérique tempérée froide, aussi bien au nord au sud, c'est pas qu'ils sont tous passés par le détroit de Bering et puis que les plus clairs ont couru au nord et au sud, tandis que les plus foncés couraient au milieu. C'est évidemment parce qu'ils ont changé sur place. Hein. Et ça veut dire qu'ils ont changé sur place, comme la plupart des populations amérindiennes. Le 40 000 ans du Brésil est très sujet à discussion, mais comme toutes les populations amérindiennes se sont établies depuis moins de 20 000 ans
ce qui est rien du tout, moins de 20 000 ans pour des humains modernes qui existent depuis 150 000 ou 200 000 ans, eh bien, il est clair que des populations peuvent radicalement changer de couleur de peau moyenne, c'est toujours de la moyenne qu'il s'agit, en sans doute 10 à 15 000 ans maximum. Ça a pour conséquence que quand on fait des études de génétique dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, on trouve des gens qui vont avoir des types physiques très proches, comme par exemple des Bantous et puis des Papous, hein, et qui ont des patrimoines génétiques très différents parce que les Papous ont clairement des patrimoines génétiques d'orientaux, alors que l'on va trouver des gens qui ont des types physiques très différents et des patrimoines génétiques beaucoup plus proches. Entre les habitants du sud-est asiatique et les Papous ou les Kanaks, il y a beaucoup plus de similitudes génétiques qu'entre ça et puis les Africains qui leur ressemblent avec des cheveux crépus, des tailles petites et des peaux très foncées. Alors, je peux quand même parler de ce que L'Oréal a déjà publié dans le journal des Cosmetic Science, et j'ai un petit peu traduit parce que je ne voulais pas que certaines nomenclatures dépassées soient utilisées, donc j'ai un petit peu rebaptisé nos populations. Et vous voyez que c'est une carte à 2 dimensions. Bon, ça sort de ce qu'on appelle techniquement une analyse factorielle, et on avait quand même un nombre limité de populations qui correspondaient très clairement au marché nord-américain. Avec ce nombre limité de populations, on sortait automatiquement 2 axes, un axe clair foncé qui correspond à celui dont on a parlé juste maintenant, et un axe rouge-jaune. Et si vous allez voir la color chart de L'Oréal qu'ils ont exposée ici, bien que théoriquement on ne la montre pas encore, vous voyez que l'on a constitué à partir de mesures qui ont été faites avec une colorimétrie de grande précision, avec une chromasphère brevetée qu'ils n'ont pas présentée ici, mais qui est bien plus performante que le petit pistolet à couleur de peau que vous voyez là. On a fait des mesures sur des femmes, tiens, par hasard que des femmes, il y a un côté sexiste là-dedans, on se demande pourquoi, sur des femmes des 5 continents et sur des échantillons très nombreux dans de très nombreuses populations. Si on représentait tout le monde, ça représenterait encore beaucoup plus de points que cela, puisqu'on rajouterait des tas de populations. Et la première chose qu'il faut voir, c'est que d'abord la variation est continue entre tous ces individus et toutes ces populations. Il y a un axe majeur qui, là, a été un petit peu négligé au profit de l'axe rouge-jaune, qui est présenté d'une manière plus avantageuse. Et voilà comment les populations se regroupent. Vous avez les orientaux qui sont compris dans cette patate-là, les Afro-Américains, des gens qui ont en général entre 0 et 100% de veines d'origine africaine, et puis 0 et 100% et 0 de veines d'origine européenne, quand ils n'ont pas en plus des veines d'origine amérindienne. Vous avez ici toutes les autres populations qui sont dans la nomenclature, c'est-à-dire les Latinos, les Gaulois, les Japonais, on les a déjà vus, et les US WAPs. Voilà, donc la variation des couleurs de peau est très clairement continue, même quand on la considère à 2 dimensions, à la fois entre les individus et les populations. Et puis n'allez pas essayer de faire des races avec les cheveux, ça je peux vous le montrer, parce que ça c'est déjà publié. Donc si vous faites une représentation de la variation de la forme des cheveux, je ne parle pas de la couleur, là je parle uniquement de la forme, de la frisure plus ou moins grande mesurée avec des critères objectifs que je vous passe, eh bien, vous tenez ce graphique-là, avec une variation entre les cheveux les plus lisses qu'on va trouver chez les orientaux, et puis tout ceci se superpose. On a dans certaines populations une assez grande diversité, et puis on a en Afrique 2 tendances qui se séparent un petit peu, mais malgré tout, on a un nuage de points, une variation continue. Et si on devait faire des types de cheveux, ça ne serait pas 3 races que l'on ferait, parce que quand on fait des analyses bien poussées, eh bien, on arrive à des schémas de ce genre si on fait une typologie des frisures de cheveux. Avec à droite les types
6, 7, 8 majoritairement africains, et puis les types 1, 2 qui sont majoritairement orientaux. Alors, des fois, il faut se poser des questions sur ces races dont on parle au sens commun, et je n'ai aucun espoir que les scientifiques réussissent à expurger le vocabulaire courant. Donc, contrairement à un certain nombre de mes collègues, comme Albert Jacquard par exemple, qui se sont frottés aux médias en disant il n'y a pas de race, et ça dans des conférences où à la sortie, j'ai vu par exemple Albert faire des conférences devant la CGT, un public qui lui a été acquis, hein, le syndicat de gauche, etc. Et puis le commentaire des CGTistes à la sortie de la conférence d'Albert Jacquard, c'était « Ouais, bon, d'accord, il n'y a pas de race, mais enfin Mamadou, il n'est pas pareil. » Voilà, et ça donne l'incompréhension qu'il peut y avoir entre les scientifiques et le commun des mortels, parce que pour l'homme de la rue, il ne va pas chercher la notion, la définition scientifique de la race. Donc moi je préfère avoir comme attitude de dire que la race, c'est pas ce que vous croyez. Regardez d'un petit peu plus près, vous avez un accident de la route, vous avez besoin d'une transfusion sanguine, il y a là à côté de vous votre sœur, vous êtes du groupe sanguin A, votre sœur est du groupe sanguin B, et puis vous êtes vaudois depuis 35 générations, et puis il y a à côté Mamadou qui est du groupe sanguin A comme vous préférez la transfusion de sang de qui? Bon, alors effectivement, le sang de Mamadou va vous sauver, puis celui de votre sœur va vous tuer. Donc, c'est déjà plus compliqué. Et puis si vous habitez un village de 300 personnes là-haut, et puis que vous avez besoin d'une greffe d'organes difficiles, rein, c'est pas parmi les plus difficiles, mais une greffe de moelle, par exemple, des choses comme ça, ben, il faut avoir un accord de votre système HLA. Alors, si vous prenez votre famille ou vos voisins, alors dans la famille, vous aurez peut-être des donneurs compatibles parmi les frères et sœurs, pas plus loin. Bon, mais si vous n'avez pas de frères et sœurs comme moi, et puis qu'il faut trouver un donneur, ben, entre votre village du canton de Vaud et puis l'immense Chine ou l'immense Inde, vous avez bien plus de chances de trouver un donneur plus compatible en Chine ou en Inde que dans votre village. Alors tout ceci doit faire penser qu'entre le moteur humain, entre la génétique, entre la physiologie, et puis l'apparence, il n'y a pas toujours une concordance. C'est exactement comme ce que vous disiez tout à l'heure à propos de ces populations qui se ressemblent, les Africains et les Kanaks par exemple, et qui vivent aux deux bouts de la distribution des populations humaines, avec des patrimoines génétiques aussi différents que ça peut être entre deux populations. Ils se ressemblent, mais ils ont a priori des patrimoines génétiques très différents. Alors que d'autres ne se ressemblent pas, comme les Papous, les Mélanésiens et puis les gens du sud-est asiatique, et les fréquences de leurs gènes seront plus proches les unes des autres. Donc, la parenté historique et la parenté apparente, le faciès, peuvent diverger complètement. Et puis il y a des cas où ce qui diverge complètement, c'est le cerveau des chercheurs. Parce que la race, il faut voir ce qu'on en fait dans certains cas. Qu'est-ce qu'un noir américain? Bon, vous avez reconnu un certain nombre de personnages, l'un jeune et puis plus âgé. Alors, un noir américain, c'était historiquement quelqu'un qui était défini par la théorie de la goutte de sang. Si vous aviez un grand-parent noir, vous étiez noir. Si vous aviez un grand-parent blanc, vous n'étiez pas blanc. Vous pouviez avoir 3 grands-parents blancs, vous n'étiez pas blanc. Vous étiez noir. Donc c'était une théorie raciste qui, comme dans l'article 1 du Pioneers Fund des États-Unis, mouvement qui existe toujours et qui publie toujours des tas de chefs-d'œuvre racistes comme The Black Curve de Murray Ernstein, qui étaient des membres éminents du Parti républicain et des conseillers de Ronald Reagan, c'est pas si vieux que ça. Ce Pioneers Fund
fondé par un vénéticien qui s'appelait Frédéric Osborne, du beau temps de l'eugénisme aux États-Unis, a pour article premier de ses statuts préserver l'intégrité et le développement de la race blanche. Donc, la théorie de la goutte de sang était destinée à veiller à la pureté de la race blanche. Mais évidemment, on ne veillait pas à la pureté de la race noire, qui, elle, s'est allègrement mélangée, après la race blanche aussi. Et alors, on avait des catégories raciales officielles aux États-Unis. Et ça a duré jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens avaient sur leur carte d'identité une race qui était caucasien. Caucasien, c'est un groupe linguistique qui est limité au Caucase, comme son nom l'indique. Hein, c'est les Géorgiens et quelques autres. Il fallait savoir que vous étiez suédois ou vous étiez suisse, vous étiez caucasien. Vous aviez afro-américaine. Bon, alors ça, c'est la goutte de sang d'esclaves. Alors, évidemment, si vous aviez un grand-père qui était noir, il était peut-être noir parce qu'il avait lui-même un grand-père noir, qui était peut-être noir parce qu'il avait un grand-père noir lui-même. Donc, à la vénération à laquelle vous aviez 256 ancêtres, il suffisait qu'il y en ait un qui soit noir pour que vous soyez noir, et vous en aviez 255 qui étaient blancs. Je peux vous dire qu'en général, vous n'étiez pas très foncé dans ce cas-là, mais en théorie, vous étiez noir quand même. Hein. Bon, alors, voilà donc ce que sont les American Blacks. La Cour suprême des États-Unis, il n'y a pas si longtemps, c'était juste la fin des années 90 ou début des années 2000, a décidé que désormais, la race, on la déclarerait et qu'on aurait le droit d'en déclarer plusieurs, répondant à un souhait de longue date de Sammy Davis Jr., qui n'arrêtait pas de déclarer « Je suis noir, juif, indien, etc. et je demande à ce qu'on reconnaisse toutes mes races. » Donc maintenant, Sammy Davis Jr. aurait pu déclarer 3 ou 4 races plus ou moins fantasmatiques. Mais dans les publications, partout, vous retrouvez toujours ça. Y compris dans les publications médicales, vous avez, j'ai dû effacer les types négroïdes, ou j'ai dû effacer les races caucasoïdes dans certaines des figures que je vous montre. Et dans la littérature médicale aujourd'hui, et en cosmétologie, dans les mauvaises firmes de cosmétologie, plus à L'Oréal depuis quelque temps, on continue à parler de catégories raciales. Alors, on fait parfois des détours. Moi, une fois, j'ai demandé à mes chers collègues ce que c'était que le feu asiatique dont ils parlaient dans leurs publications. J'ai créé un certain embarras. Bon, depuis, on ne parle plus de cheveux asiatiques. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont plus graves. C'est l'histoire du bidil. Le bidil, c'est un médicament fabriqué par la firme Nitromed. C'est un médicament qui a été proposé en utilisant 2 antitenseurs d'une très grande banalité, utilisés pour prévenir les accidents cardiovasculaires. Et la seule originalité du bidil était d'associer 2 molécules que l'on utilise couramment en prétendant que ça avait un meilleur effet que l'usage séparé de ces 2 molécules. Après des essais, le dossier a été déposé, l'agrément a été refusé au bidil parce que c'était un médicament qui n'apportait rien. Aucun intérêt, aucun progrès par rapport aux 2 molécules qui existaient déjà sur le marché. Et puis, un petit malin a cru remarquer, ou en tout cas a fait remarquer, que le bidil semblait mieux répondre comme ça, à vue de nez, chez les patients afro-américains. Or, pour des raisons qui tiennent pas mal au régime alimentaire, il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires dans la communauté afro-américaine. Et alors, Nitromed
a lancé un deuxième essai thérapeutique à la limite du brevet qu'il avait pris pour son nouveau médicament, qu'il a lancé uniquement chez des patients afro-américains, donc définis par cette catégorie, catégorie déclarée. Je me déclare afro-américain et je fais partie de l'enquête d'essai du bidil. Et on associe à cette enquête l'association des cardiologues afro-américains, l'association des patients américains de maladies cardiovasculaires, en leur expliquant quelque chose de formidable. Pour la première fois, on a trouvé un médicament qui soigne beaucoup mieux les patients noirs que les autres. Et il vous le veut. L'essai devait durer 3 ans pour répondre aux normes de l'agrément des médicaments aux États-Unis. Au bout d'1 an, Nitromed arrête l'essai sous prétexte, alors c'était un essai bidil contre placebo ou traitement classique, et sous prétexte que ce serait non éthique de ne pas donner de bidil aux patients à qui on donnait du placebo. Donc l'essai n'a pas été réalisé. Et au moment de l'agrément, la commission d'agrément s'est retrouvée devant la FDA, la Food and Drug Administration, s'est retrouvée devant ce choix cornélien. Soit on refuse l'agrément au bidil et on va être accusé de refuser de soigner les Noirs, soit on donne l'agrément à une sottise, un truc qui manifestement n'a aucun intérêt. Devinez ce qu'ils ont fait. Le bidil est le premier médicament racial et c'est un énorme succès. Chez des gens qui ont entre 0 et 100% de gènes d'origine européenne. Je vous rappelle quand même ce que c'est qu'un afro-américain. Voilà. Enfin, la conclusion, je vais l'emprunter à mon ami Bob Siné. Voilà. Mieux vaut boire du rouge que de broyer du noir avec des histoires comme le bidil et la soi-disant médecine raciale. Et je vous rappelle que la couleur de peau, c'est une affaire de foi, c'est une affaire d'esthétique, c'est une affaire de goût, et ces goûts varient beaucoup. Des études que je ne vais pas détailler ont montré que dans les populations occidentales, on aime bien bronzer, c'est bien connu, c'est pas une grande découverte. Quand on avait fait une enquête auprès de nos étudiants à l'université de Genève pour savoir quelle couleur de peau ils auraient préféré, c'était une enquête de David Rossley, quelle couleur de peau ils auraient préféré avoir, les garçons choisissaient des couleurs de peau aux alentours de la moyenne des Sahara du Tchad. Les filles choisissaient une couleur de peau aux alentours de la moyenne des Khoisan, c'est-à-dire des couleurs de peau qui n'existaient pas dans la population de référence. Quand on leur demandait la couleur de peau qu'ils auraient choisie pour leur partenaire, ils choisissaient des couleurs plus foncées que pour eux-mêmes. Avec comme commentaire, car on enregistrait aussi tous les commentaires, « Oh bah oui, j'aurais bien aimé être comme ça, mais dans le fond, si j'étais comme ça, j'aurais peut-être des ennuis, donc je me mets quand même un peu plus clair. » Mais pour le partenaire, on pouvait y aller un peu plus foncé. Ce n'est un mystère pour personne que les orientaux aiment bien être pâles, qu'on se protège beaucoup du soleil en Chine ou au Japon, et que les idéaux classiques que l'on voit dans les théâtres chinois et japonais ont souvent la face complètement peinte en blanc, comme les femmes peuvent se maquiller dans des teints extrêmement blancs qui n'existent pas dans la population. Et puis, quand on va plus loin dans des études que je ne veux pas encore vous détailler, mais un jour peut-être, on s'aperçoit que dans un certain nombre de populations, on a une envie, en particulier dans les populations où les couleurs de peau sont extrêmement diversifiées. Eh bien, là, les choix ne sont plus des choix collectifs vers le plus foncé ou vers le plus clair, mais ce sont des choix qui tendent à ramener les individus qui s'écartent de la moyenne vers cette moyenne. Les gens
foncés, par exemple, parmi les latinos, vont vouloir être plus clairs. Et les plus clairs vont vouloir être plus foncés. On a envie de passer un petit peu inaperçu parmi les autres. Ça, c'est un choix très fréquent. Et puis, il y a enfin des populations extrêmement sages, où on est très bien comme on est, et où on trouve que l'on n'a pas beaucoup besoin de changer. Mais ça ne fait pas toujours l'affaire de la cosmétique. Alors voilà. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Vous applaudir.